Produit par Binge Audio. Pénélope Bagieux, c'est une célèbre autrice de BD ultra connectée. Autrice, c'est important. Ouais, parce que ça s'entend, alors que auteur avec un E, ça s'entend pas. Je la suis depuis ses débuts, pour ses œuvres, mais aussi pour ses publications plus personnelles que j'ai découvertes le jour où j'ai commencé à la suivre sur Internet. C'est chez elle que je l'ai retrouvée pour parler de son utilisation de Twitter et de ce qui en découle. T'as tout de suite été sur Internet ? Ouais, en fait, j'avais fait un blog BD qui s'appelait Ma vie est tout à fait fascinante, il y a 15 ans. Je racontais ma vie, en gros. Je le faisais en dessin. Et l'idée de le poster, c'était une question de discipline. J'aimais bien l'idée de me fixer un rendez-vous et de m'astreindre tous les jours à le faire, même si j'avais pas envie, même si j'avais pas le temps. C'était cool de me dire, quoi qu'il arrive, 5 minutes par jour, je fais un dessin qui n'est pas sollicité et qui n'est pas l'objet d'une commande, quoi. Et c'est ça qui a été adapté en livre en premier. Donc, on peut dire que j'ai démarré sur Internet. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la manière de raconter des histoires en BD, où finalement il y a très peu de texte et beaucoup d'images, et la manière de raconter sur Twitter, où il y a juste très peu de texte ? Dans le cadre d'un truc marrant, oui, carrément. C'est deux gymnastiques assez proches, même si évidemment il n'y a pas le visuel. Mais je pense que déjà quand je faisais des tout petits strips sur mon blog, ce qui moi me formait le plus en termes de rythme et de comment articuler le truc, c'était le stand-up. Je m'étais rendu compte il y avait que ça qui comptait en fait, il y avait que le rythme et à quel moment tu mets ta chute etc. Et je trouve que souvent l'humour, en tout cas dans moi ce que j'aime et dans ce que j'essaye de faire, vient plus des mots que de l'image. L'image peut faire une rupture parce que c'est rigolo qu'il se passe pas la même chose visuellement que ce qu'on entend. Il peut y avoir des ruptures comme ça, mais globalement c'est quand même plutôt le texte qui amène la blague, quoi. T'as des ficelles pour faire de l'humour ? Non, je crois que je suis drôle. J'ai pas de ficelles. Je pense pas. Et puis en plus, je pense que si je relisais des trucs que je trouvais marrants, que j'écrivais il y a 10 ans, maintenant je trouverais ça naze. Donc, non, c'est assez évolutif. Hein. À une époque, notamment à l'époque de mon blog, quand j'avais une pensée qui me traversait l'esprit, qui n'était pas suffisamment digne d'intérêt et de réflexion pour que ça nécessite ni une vraie conversation, ni un livre, ni rien, mais plus une réflexion que je me fais en marchant dans la rue, je me serais toujours immédiatement demandé comment la transformer en un dessin. Alors que parfois, c'était pas la peine. C'était vraiment juste une réflexion et que pour ça, Twitter est super. Juste dire, vous trouvez pas quand même qu'il fait un temps dégueulasse ? Voilà. C'est pas très intéressant. Mais c'est une façon de lancer une question dans le cosmos. Et si les gens ont envie de répondre, ils répondent. Voilà, c'est quand même mon biais préféré. Comment tu définis ce qu'est une bonne histoire à raconter ? Il y a deux trucs. Il y a le fait que je la raconte tout le temps et que j'en ai jamais marre de la raconter et que j'épuise vraiment les gens avec cette histoire-là. C'est-à-dire quand je commence à tomber dans un vortex d'un sujet et que vraiment j'en parle tout le temps, c'est qu'il est temps de faire un livre, d'un côté. Et de l'autre, en fait non, ça va avec. Le corollaire de est-ce que l'histoire vaut le coup d'être racontée, c'est est-ce que moi je vais réussir à passer 2 ans à la raconter, parce que faire une BD ça prend 2 ans à peu près. Donc il faut que je sois sûre d'adorer le sujet, quoi. Parce qu'on va passer pas mal de temps ensemble, donc il faut que je la teste avant de commencer à écrire dessus. C'est-à-dire que je me raconte un peu l'histoire dans ma tête, et si je vois qu'au bout d'un mois, je me suis auto-saoulée avec cette histoire, c'est que ça va être compliqué de la dessiner tous les jours pendant 2 ans. Si j'en ai toujours pas marre, au bout d'un mois ou 2, c'est que go, ça va être bien. Voilà, c'est un bon test. Je sais qu'en te suivant, on peut lire un peu tes péripéties dans l'écriture, dans le dessin des BD. C'est quelque chose que tu aimes bien raconter juste pour raconter ta vie ou pour partager ce que c'est d'être autrice de BD ? Il y a vraiment un côté mur des lamentations pour moi dans Twitter, très fort. C'est que vraiment, j'attends pas de réponse, j'attends pas de solution. J'attends éventuellement des gens qui me disent soutien, quoi, voilà, mais c'est tout. Se plaindre sur Twitter, ça a un côté hyper thérapeutique quand même. Juste de savoir que j'ai ragé et que des gens ont vu que j'étais énervée, ça me soulage, vraiment. Voilà. En l'occurrence, souvent, je trouve un écho. C'est que quand je suis énervée avec quelque chose, je vois que je suis pas la seule et ça, c'est très réconfortant. Mais... C'est quoi ta politique de retweet, du coup ? Il y a des gens qui ont moins d'audience que moi et qui disent des choses qui, je trouve, méritent d'être dites à vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Typiquement, pendant Black Lives Matter, par exemple, l'info, la bonne, la pointue et l'info de gens qui sont concernés par le sujet, elle a clairement moins d'audience. Faisons que du retweet pendant une semaine, c'est top. C'est comme de coller des trucs sous les yeux des gens et dire « Tu vas regarder, oui ?» Voilà, ça j'aime bien. Et du coup, tu suis quel type de compte pour pouvoir permettre de repartager l'info ? Alors, je suis quelques médias traditionnels pour avoir comme l'info un peu en temps réel, et plus des gens qui ont déjà eux-mêmes une digestion de l'info
et qui, clairement, enfin, je serais très admirative si on me présentait quelqu'un qui suit des comptes qui ont vraiment des opinions contraires aux leurs. Alors je sais qu'on peut se dire d'accord, super, l'entre-soi, tu suis que des féministes et des... Ben ouais, mais en fait c'est comme ça que je me nourris. Moi je me suis tellement éduquée avec Twitter, mais vraiment j'adorerais dire que c'est en lisant Deleuze, mais non, en fait le gros des choses qui m'ont ouvert les yeux à des vécus que j'ai aucune chance de croiser dans ma vie et des réflexions qui ont déjà fait tout ce travail pour moi gentiment de pédagogie pour moi me recracher une info qui est simple à comprendre, c'est Twitter. C'est en suivant des féministes sur Twitter, par exemple, que... Alors souvent, ça m'a fait lire des livres derrière ou été à des rencontres ou regarder des documentaires, mais ça peut pas sortir de nulle part. Et je pense qu'on est hyper nombreux et nombreuses à s'être complètement éduqués avec Twitter. Je sais pas, je pense à Crêpe Georgette, par exemple. Je pense qu'on est très nombreuses à avoir... découvert son prisme à elle pour analyser des choses qui jusque-là pour moi n'existaient pas, c'est-à-dire de dire, vous voyez, il s'est passé tel truc, j'en sais rien, il y a eu le résultat de tel procès pour une agression sexuelle, voilà pourquoi c'est ça la culture du viol, et qui explique et qui prend le temps, avec le moins de mots possible, parce qu'on ne peut pas non plus écrire un essai, d'essayer d'expliquer pour que la première fois tu fasses, moi, je sais pas très convaincue, et puis la deuxième fois où elle te réexplique, et c'est vraiment quelqu'un d'hyper pédagogue, qui fait qu'au bout d'un moment, ça y est, t'as compris ça. Et puis elle te dit, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les comptes de Machine et Machine qui ont beaucoup écrit là-dessus. Et petit à petit, tu te fais embarquer dans un univers parallèle de gens qui ont bossé le sujet, en fait, et qui vraiment, je leur dis très généreusement, utilisent leur temps et leur énergie pour essayer de partager ça à des gens qui ont 5 minutes pour lire le truc, quoi. Ça suffit pas, il faut de toi-même aller un peu plus loin que ça, mais pour craquer une allumette, je trouve que c'est quand même... voilà, moi ça a bien marché pour moi. Est-ce que quelque part, le fait d'être public t'a aussi politisé, ou t'a un peu motivé à prendre une position ? Complètement. Et j'ai mis vraiment du temps à m'en rendre compte. Vu que ce que tu dis est immédiatement beaucoup entendu, voire analysé, rien ne va passer discrètement à la trappe. Ça peut pas être décalé par rapport à ce que tu penses. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de ce que tu dis. Et des gens avec qui tu bosses, et des propos que tu soutiens. Et du coup, ça te pousse à te questionner sur ce qui te révolte vraiment. Et te dire, bah ça par exemple, je le laisserai plus passer. À chaque fois qu'il va y avoir un problème avec ça, je vais prendre la parole. Donc oui, c'est sûr qu'avoir une voix publique, ça fait que tu es obligé d'être bien sûr de ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire les gens qui disent « je veux pas d'emmerde », en fait, ça je le comprends complètement. Parce qu'on sait que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une opinion, on va forcément avoir des emmerdes. Particulièrement si on est une femme. Donc je peux comprendre qu'on me dise « moi vraiment, c'est pas du tout pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je veux poster mes petits trucs et pas d'emmerde. » Je le fais sciemment, c'est-à-dire... voilà. Les gens qui disent « c'est pas ma place et ça m'intéresse pas », ça j'ai plus de mal. Parce que, en fait, tu choisis pas si c'est ta place ou pas. Parce qu'à partir du moment où plein de gens t'écoutent, c'est quand même un peu ta place de dire des choses. T'as quand même une responsabilité. Et de dire, typiquement, oh là, moi, la politique, ça m'intéresse pas, c'est quand même vraiment une réaction de quelqu'un qui a pas beaucoup de problèmes dans la vie, quoi. Ou alors qui est très jeune. Parce que j'ai pu le dire moi aussi il y a des années, tu vois. Mais aujourd'hui, être capable de dire non, moi je sais pas, ça me concerne pas trop la politique, par exemple. J'aimerais vraiment bien savoir si tu vis tout seul dans un bunker ou quoi, mais j'ai plus de mal. Je critique pas les gens qui le font, et j'ai souvent des conversations avec des gens qui me disent que c'est leur choix, voilà. Et puis j'ai l'impression aussi que maintenant ça se fissure et ça craque, et même les gens qui avaient fait vœu de jamais parler de trucs politiques, je trouve que ces derniers mois, quand même, ça se fissure à l'instar de Dolly Parton qui a fini par se positionner politiquement après 60 ans. En fait, en ce moment, c'est quand même pas possible de parler que de la pluie et du beau temps, quoi. On est voués, je pense tous, tôt ou tard, à être des rageux. En fait, la rage rattrape, quoi. Est-ce que par rapport aux autres auteurs, autrices de BD, tu es plus présente sur les réseaux sociaux, ou maintenant c'est quelque chose que tout le monde fait ? Non, je pense qu'on l'est tous. Mais moi, en fait, vraiment, ce que j'aime dans les réseaux sociaux, c'est très peu l'aspect boulot, quoi. C'est vrai que c'est super pratique parce que du coup ça fait un méga porte-voix et que tout le monde est au courant en même temps. Je pense que moi, mes tweets épinglés depuis le début, que les tweets épinglés existent, c'est juste au fur et à mesure de mes livres annoncer quel jour il sort, et jamais rien d'autre, quoi. Comme ça je me dis voilà, c'est fait, j'ai fait le job, j'ai dit que j'avais un livre, maintenant on peut parler d'autre chose. Voilà, c'est que ça me sert vraiment pas du tout à ça. Mais plus ça va, plus les auteurs et les autrices aussi, on leur donne la parole pour parler d'autre chose que de leur travail. Plus ils peuvent parler de l'actualité et avoir envie d'échanger avec les gens là-dessus. Donc, il y en a quand même pas mal. Mais je ne vois jamais parler de boulot. C'est qu'on n'est pas là pour ça, quoi.
Alors, tu as été pas exactement, mais presque à l'origine de la Corona Maison. Ah oui. Est-ce que tu peux expliquer la genèse de ce projet ? Alors vraiment parfait, c'est l'occasion. J'ai vraiment pas du tout été à l'origine de la Corona Maison. Au début du confinement, quand je me suis rendu compte que ça allait être un peu long, j'ai dit ça vous dirait pas les dessinateurs qu'on fasse une espèce de cadavre exquis, un truc un peu collectif. Là-dessus, quelqu'un a rebondi et a dit ça pourrait être de faire des pièces d'une maison et à la fin ça ferait une grande maison. Je pense que déjà à ce moment-là, moi j'ai raccroché les gants en disant ok super, éclatez-vous les amis parce que c'était déjà trop haut pour moi. Et derrière Tim a créé un super beau template bien propre, tout simple à télécharger pour que les gens le fassent. En fait, l'idée, c'est qu'il y avait un modèle type très dénudé, très épuré d'une pièce avec juste un escalier et, si je dis pas de bêtises, 2 fenêtres et c'est tout. Et le but, c'était que chacun dessine l'endroit où il aimerait être confiné, dans l'idéal. Donc un mélange de là où il habite et puis... si on a envie de se mettre une piscine au milieu de son salon et des poneys, par exemple, c'est l'occasion, on peut. Donc les gens dessinaient... Ou s'ils ne savaient pas dessiner, il y avait des collages en photo, n'importe, en fait, peu importe. L'idée, c'était de passer du temps à imaginer son espace idéal. Et après, comme c'était fait sur le même modèle tous, on pouvait les mettre les uns au-dessus des autres. Et le petit escalier servait à monter à la pièce du haut. Et donc, on pouvait imaginer une maison de 1 million d'étages, comme ça, où on vivrait tous ensemble comme des amis. Mais je crois que ça a été super partagé et qu'il y a vraiment plein de gens qui l'ont fait. Moi, j'ai eu des profs et des instits qui m'ont dit qu'ils l'avaient fait faire à leurs élèves pendant le confinement. Ça leur avait fait une demi-journée. C'est très bien, voilà. Ce que j'allais dire, il y a quand même eu un article dans le New York Times qui te citait. C'est super. Non, j'ai juste veillé à un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait de la presse, et il n'y a pas que moi, on l'a tous fait, on veillait à rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire de dire, c'est pas moi qui ai fait le truc, c'est vraiment plein de gens. Et on avait à la fois l'impression de participer à quelque chose de collectif à un moment où on voyait personne. Donc ça, c'était cool. C'était sympa de passer 5 heures à faire un beau dessin. Ça aussi, ça tombait à pic. Et puis, mine de rien, l'idée de se faire un bel environnement quand tu es enfermé dans ton appart, ça vendait un peu du rêve quand même. Moi, j'en ai fait un de dessin. Et c'est vrai que j'ai mis vraiment le paquet sur la vue incroyable par la fenêtre, les plantes merveilleuses et tout, parce que c'était quand même... on a passé 2 mois dans une pièce, donc... Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, quand c'est un peu devenu international, quand les Américains ont commencé à le faire, ils ont bien galéré, mais il fallait qu'ils gardent le même hashtag. Et je pense que it's covered on Amazon. Et que c'était parce qu'ils disaient, oui, c'est parce qu'à la base, c'est français, c'est pour ça. Donc, c'est Cocorico, c'est cool, c'est resté un hashtag français. Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, un roi de la galéjade littéraire me raconte sa passion des lettres. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous!